Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de Charles-Émile Souma, joueur de 16 ans, évoluant en France et qui rêve de jouer pour la Guinée. Qui est ce jeune? Quels sont ses rêves? Nous allons en parler dans cette émission. Ballon d'or africain, coup dur pour Serhou Guirassy qui n'est pas finaliste. Le meilleur attaquant africain est éliminé de la course au trophée du meilleur joueur africain de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Guirassy a-t-il été léger encore une fois? C'est la question que nous allons poser à nos spécialistes. Coupe du Monde 2026, le Portugal officiellement qualifié. Vainqueur ce dimanche de l'Arménie 9-1. Le Portugal s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026 et avec la manière, la Seleção das Caínas portugaise est-elle la plus grande favorite? Et puis, bien sûr, nous irons en Espagne. Lamine Yamal sera-t-il bien à la Coupe du Monde ou pas en Espagne? Des voix s'élèvent contre Lamine Yamal, certains réclamant même sa non-sélection pour la Coupe du Monde 2026. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Tour d'Europe. Ils sont avec nous pour vous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Soebou Diakité, heureux de vous avoir dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Bonsoir Mara. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Heureux de vous avoir dans cette émission. Merci. Très bien habillé hein, pour aujourd'hui, tout de même. Très bien, élégant. Quand il s'habille très bien, il est élégant le monsieur. Bonsoir Mané, et de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Sam, bonsoir à toutes et à tous. Juste à côté, on a Mamadian, Baldé, bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Oui, bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Alors avant même de parler de Charles-Émile et la découverte, on va prendre 5 minutes pour parler du litige entre Tanzanie et Guinée, parce qu'il faut en parler avant même le début de cette émission. Les Guinéens doivent savoir ce qui se passe. En tout cas, litige Tanzanie-Guinée, le TAS a écouté d'ailleurs les témoins guinéens. Le tribunal arbitral du sport a entamé les audiences du camp guinéen ici à Silla. Capitaine François Kamano, attaquant bien sûr, et Michel Doussoué, coordinateur du Sili à l'époque des faits, ont déjà livré leurs témoignages par visioconférence. Les auditions et échanges se poursuivent à Lausanne, en Suisse, où les délégués guinéens et leurs avocats restent confiants. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une petite chance d'équiter? Je ne sais pas trop, hein. Franchement, j'ai envie d'être optimiste, mais avec tout ce que nous sommes en train de vivre, surtout lors des sorties qu'on a vues, on en parlera certainement dans l'émission, mais on peut espérer qu'il y ait quand même quelque chose de favorable pour la Guinée. Sinon, de mon côté, l'optimisme est un petit peu petit, enfin ça redescend un peu en tout cas. Vous nous faites peur. Non, mais j'aurais préféré qu'on soit présent sur le terrain que par des réactions par visioconférence. Ouais. Je trouve qu'on n'a même pas pris l'affaire tellement au sérieux, sinon on se serait déplacé pour être présent. C'est quand même, peut-être que même les Tanzaniens y sont, mais nous on a préféré rester là. Le président de la fédération et une forte délégation de la Guinée à Lausanne. Ah oui, les joueurs ne pouvaient pas être là, l'ex-entraîneur Sili aussi, mais il y a une très forte délégation. On sait que le TAS, dont les décisions sont sans appel, devrait se prononcer dans les prochains jours. Oui, c'est pas aujourd'hui, oui, c'est dans les prochains jours. Oui, justement, et la FEGIFOOT a publié un communiqué il y a quelques minutes. Dans ce sens, je vais aller très rapidement. Ouais. Et la Fédération guinéenne de football informe le public et l'ensemble des acteurs du football que l'audience dans le cadre du litige relatif au match ayant opposé la Guinée et la Tanzanie s'est tenue ce 17 novembre 2025 au siège du tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne en Suisse. La FEGIFOOT a été représentée à cette audience par son président, M. Sori Doumbouya, et son secrétaire général, M. Ibrahima Blasco Bari, ainsi que par le cabinet d'avocats Elvin et Lao. Étaient également présents les représentants de la Fédération tanzanienne de football et de la Confédération africaine de football. L'audience est déroulée de 8h30 à 15h30. La partie dispositive de la décision du tribunal est attendue dans les prochains jours. La Fédération guinéenne de football réaffirme son engagement en faveur du respect des règles sportives et des procédures légales applicables. La FEGIFOOT
remercie l'ensemble du peuple de Guinée pour son soutien et tiendra le public informé de toute évolution. En tout cas, Jean, il sourit. Hein. Le sourire, mais ça dit pas qu'il y a de l'espoir. Vous savez, depuis le début, on ne cesse de le rappeler, quand vous partez en justice, vous avez 50% de chances de gagner, 50% de ne pas gagner. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on est tout misé sur ce procès-là, alors qu'on aurait pu miser sur autre chose. Et aujourd'hui, je crois que tous les espoirs d'une qualification, c'est sur cela. Ce procès, parce qu'on a une petite chance de le gagner. On a 50% de chance. Ah, bien sûr. On a 50% de chance. Il y en a. Oui, on a 50%. Genre, attention, il y a des gens qui te suivent. Il ne faut pas être un éternel pessimiste. Oui, il n'y a pas d'espoir. Tu le veux, mais il y a de l'espoir au moins un tout petit peu. Hassan Diallo, on a 50% d'espoir de gagner. C'est de l'espoir. On a aussi 50%. C'est un verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend de comment vous voyez la situation. Et j'aurais aimé qu'on n'ait pas à miser tout sur ça pour nous qualifier. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation, je suis d'accord avec vous, on mise tout sur ça et on espère que ça va donner, une suite favorable pour la Guinée. Et encore une fois, ça ne doit pas nous faire oublier que ce qui ne nous a pas envoyé à la CAN n'est pas forcément un joueur qui a porté un maillot qu'il ne devrait pas porter. Il y a autre chose. Toi, tu es beaucoup plus optimiste. Hein. Moi, je t'aime bien. En tout cas, on a je suis optimiste aussi. Oui, bien sûr. Mais réaliste. Bien sûr, on a une petite chance parce que, vu la lenteur des événements, moi, je pensais que voilà, il n'y avait aucune chance. Mais donc la lenteur, te rassure, c'est ça? Tu vas pas le bloquer. Allez, bien sûr. C'est la lenteur qui inquiète. Il y a des propositions qui ont été révoquées. Et ça sera la troisième proposition. Et la CAF n'a pas donné une décision définitive. Pour moi, on a un espoir, on a une chance de se qualifier. Et surtout, pour ça, Guirassy encore de quitter la CAN avec cette équipe. On peut avoir une suite favorable tout de même. Bien sûr, et moi je reste confiant parce que d'après l'intervention que j'ai suivie ici à Gassila sur ce qu'il a dit, si je n'oublie, il a dit que les questions même qui ont été posées lors de ce procès, de cette vidéoconférence, lui ont surpris. Donc c'était des questions qui étaient favorables à la Guinée. Donc ça peut nous donner de l'espoir. En tout cas, moi je ne perds pas espoir. Je pense que c'est faisable. En entendant ces mots du capitaine ici, attention. Je pose ma question, après tu réponds. Tu n'as pas anticipé ma question. Sinon, je donne la question à une autre personne. Franchement, sérieusement. Mais c'est ça aussi qui est lié. On est patriote. Non, mais on va être sérieux maintenant. En attendant cette réponse d'ici à là, on se dit qu'on a un petit peu d'espoir de gagner cette bataille, même si c'est pas à 100% comme l'a rappelé Jean, c'est peut-être 50-50. Oui, mais on l'a toujours dit, l'espoir il est de mise dès lors que la décision n'a jamais été définitive. Certes, la FIFA a procédé au tirage au sort parce que c'est la Tanzanie qui a gagné le match sur le terrain. Donc, normalement, il devrait figurer parmi les équipes pour le tirage. Donc, la CAF a certes fait ce qu'elle devait faire. Mais après, le tribunal arbitral du sport a été saisi. Et donc, si cette affaire a été renvoyée jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a forcément des choses qui n'ont pas marché. Moi, ce que je m'attends à voir, c'est quand même voir la sanction qui va être prise contre la Tanzanie. Est-ce que cette sanction... La sanction peut être pécuniaire. Oui, exactement. Est-ce que cette sanction leur sera préjudiciable pour leur qualification? On ne le sait pas. En tout cas, comme il a dit Jean, il ne faudrait pas qu'on mette tout notre espoir autour de ce litige-là pour pouvoir se qualifier. Parce que sur le terrain, ça n'a pas marché. Mais encore une fois, c'était un problème sur le terrain. Donc, on peut espérer avoir un résultat qui sera favorable pour le terrain et pour la Guinée. Voilà pourquoi on met l'espoir sur ce procès. Parce qu'on y est. On n'a pas gagné de match. Et là, c'est la seule chose qu'on peut faire pour espérer une qualification. Donc, nous n'avons pas le choix. Alors, on va continuer cette émission. En tout cas, bonne chance à la Guinée. On espère que la fédération va remporter cette bataille. La Guinée va remporter cette bataille. On va continuer avec cette émission, comme je l'ai dit, à la découverte, bien sûr, de Charles-Émile Souma, pour les Guinéens d'ailleurs, joueur de 16 ans, évolué en France, rêve de jouer pour la Guinée. Qui est ce jeune? Quels sont ses rêves? Nous allons en parler dans cette émission. Alors, Diakité, on va aller avec vous.
Qui est ce jeune joueur de 16 Alors, ans? rapidement, on va faire les présentations. Charles-Émile Souma, il est né le 10 novembre 2009 à Gonesse, en France. Et effectivement, il évolue au poste de milieu de terrain. Un joueur quand même très intelligent, qui se distingue avec une bonne vision de jeu et une qualité de passe qui lui permet, entre guillemets, de créer le danger et d'organiser le jeu de son équipe. Après, il a passé son enfance quand même en Guinée, où il a développé un très grand amour pour le football. Et après, Charles a fait ses débuts à Paris, je crois, c'est au Paris 11, où il a fait ses débuts, puis poursuit sa progression aux enfants de Passy, où il consolide, entre guillemets, sa technique et sa compréhension de jeu. Aujourd'hui, il porte les couleurs, certes, de l'ACP 15. Aujourd'hui, c'est un club dans lequel il s'impose comme un milieu de terrain créatif, capable de faire jouer son équipe et d'apporter un très bon rythme également dans le cœur, enfin dans le milieu de terrain comme son poste. Il est très ambitieux, il est déterminé également et il vise un objectif précis, c'est celui de représenter un jour, enfin d'abord d'être un footballeur professionnel parce qu'il est très jeune, mais aussi de pouvoir représenter la sélection nationale du Chili, comme vous l'avez dit. On espère en tout cas atteindre les objectifs du plus haut niveau du football. Alors pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, bien sûr, nos internautes, vous allez voir, il a plein de rêves, ce gamin, à son âge, 16 ans. On va l'écouter, après on revient sur ce plateau. Et pour moi, la Guinée, ça représente beaucoup parce que j'ai de la famille, tous mes amis ils vivent là-bas. Et plus tard, j'aimerais jouer pour la Guinée parce que ça serait une fierté pour moi de représenter cette patrie, de pouvoir aller loin avec l'équipe nationale de Guinée, ça serait pour moi une fierté. Et surtout rendre fiers les miens parce que moi, mon but aujourd'hui, c'est de devenir footballeur professionnel et je veux choisir la Guinée pour rendre fiers les Guinéennes et les Guinéens, pour avoir un parcours avec l'équipe nationale de Guinée. Je sais qu'il y a vraiment du boulot à faire et de mon côté, je travaille tous les jours, je fais du foot en club. Depuis maintenant, c'est ma 3e année en club. J'espère exceller dans l'équipe de Guinée. Pour moi, ce serait un plaisir. Déjà, je veux choisir la Guinée et pas, par exemple, la France parce que je pense que les Guinéens qui viennent en Europe ou qui cherchent à venir en Europe ne savent pas la chance qu'ils ont d'être en Guinée. Jouer pour sa patrie, pour son pays, c'est une fierté incroyable. Si moi j'ai la chance de jouer pour l'équipe nationale de Guinée, ça serait vraiment une fierté et j'assumerais mes responsabilités. Donc moi personnellement, si j'avais un choix à faire, ce serait de jouer pour l'équipe nationale de Guinée et j'espère pouvoir mettre ce choix en place. Par exemple, aller au plus loin possible avec l'équipe nationale de Guinée, faire un bon parcours et aller le plus loin, Inch'Allah, j'espère. Contrairement à beaucoup d'autres binationaux, il a des racines en Guinée, il connaît ce pays, il a 16 ans. Et aujourd'hui, son rêve, c'est de jouer pour la Guinée. Tout de même. C'est bien d'entendre enfin, ces interventions. On a senti quand même quelqu'un qui a de l'amour pour son pays, entre guillemets. Il n'est pas né ici, mais on le sent clairement. Déjà, la partie que j'ai retenue quand il dit que les Guinéens qui sont, entre guillemets, en France ne savent pas la chance qu'ils ont d'être Guinéens. Ce n'est que des déclarations, mais on attend de voir, vu tout le talent qu'il a, si un jour il explosait et qu'il se faisait courtiser par quasiment tous les grands clubs d'Europe. Peut-être que le discours pourrait changer, on ne sait pas, même pas de son côté, mais son entourage. On sait qu'il ne sera pas celui qui va prendre toutes les décisions. Mais ce qui est bien, c'est que lui, au moins, il a déjà en tête de vouloir représenter la sélection nationale. Maintenant, on a le temps, il n'a que 16 ans. Il y a la possibilité aujourd'hui de le convoquer avec les équipes jeunes pour lui permettre également de se familiariser avec toutes les réalités, entre guillemets, de l'équipe nationale. Mais est-ce que les réalités, d'ailleurs, ça existe avec les catégories jeunes? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, en tout cas, on lui souhaite qu'il y ait une très grande carrière
pour en tout cas lui permettre d'atteindre ses objectifs, comme il l'a dit. D'abord être un joueur professionnel de très haut niveau, mais après représenter également la sélection nationale. Il évolue très bien, ce jeune joueur, le sourire de Jean, parce que peut-être vous y croyez pas. Aujourd'hui, il veut jouer pour la Guinée. En tout cas, je veux juste que vous me rassuriez qu'il a 16 ans, parce que le discours que j'ai entendu là, c'est un discours d'un jeune très mature, qui est peut-être même en avance sur son âge. C'est posé, c'est clair, il y a la suite dans les idées. J'imagine qu'il est très bien entouré, l'éducation est là et tout fonctionne très bien. Et quand on parle de capter les pépites, c'est maintenant qu'il faut capter ces jeunes joueurs-là. C'est maintenant qu'il faut les reconnecter à leurs racines. C'est maintenant qu'il faut faire appel à eux dans les catégories des jeunes, leur montrer qu'ils sont guinéens. Il est fier certes aujourd'hui, mais il faut lui montrer que nous aussi on est fiers, qu'il soit fier d'être guinéen. Parce qu'il a potentiellement le niveau de jeu avec les catégories inférieures du Sili. Et faire appel à lui, le reconnecter, le mettre dans les conditions plus ou moins, dans les mêmes conditions plus ou moins, je le précise, qu'il obtient un club. Pour que dans 3 ans, 4 ans, ça sera facile pour lui de dire j'opte pour le Sili. Mais c'est plaisant, ça montre qu'il y a de la fierté qui reste toujours, une fibre patriotique qui reste toujours chez les enfants, et on n'a pas tout perdu. Malgré les difficultés qu'on rencontre, malgré tous les problèmes, le manque de professionnalisme, le manque de beaucoup de choses qu'on souligne chez nous, il y a toujours des Guinéens qui affirment leur patriotisme et qui sont prêts à tout pour revenir. C'est plaisant. Alors Mani, avec le talent qu'il a, ce jeune, est peut-être précoce. Donc il faut mieux aller le chercher maintenant. Bien sûr, c'est ce que Guillaume vient de rappeler. Il faut mettre en place déjà une politique d'attraction, parce qu'il faut attirer les jeunes joueurs, parce qu'on sait déjà, c'est ce qui fait la différence entre la Guinée, surtout les pays maghrébins, surtout le Maroc. Ils ont une politique sportive qui permet d'attirer n'importe quel joueur pour évoluer au sein de l'équipe nationale. Donc l'État doit se précipiter pour attirer les jeunes joueurs, parce que c'est ce qui fait le défaut dans notre équipe nationale au niveau de l'État, parce qu'il n'y a pas cette volonté d'attirer les équipes. On attend que les joueurs décident de représenter d'autres nations, maintenant venir en deuxième position pour les attirer, ça va être compliqué. C'est le moment de l'État de réagir et de faire appel à ce jeune joueur. On sent qu'il est très bien entouré, ce jeune. Il suffit juste de voir sa réaction. Comme il a dit Jean, il se positionne très bien, il sait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, il a envie de montrer à son pays qu'il est là, qu'il veut aussi mettre son grain de sel, apporter ça surtout. Et aujourd'hui, on doit le chercher tout de même. Il faut le dire, il y a des clubs, il y a des équipes où il peut jouer en Guinée. Je parle de la sélection. La sélection, et pour moi, la Guinée, ça représente... Avec les jeunes espoirs, bien sûr, il doit avoir une chance. On doit même lui donner sa chance, parce que on le sent déjà dans son intervention qu'il est patriote. Il est patriote, il a l'amour. Ce mot est galvaudé. J'aimerais pour revenir sur la partie de Jean, que la sélection guinéenne, ou en tout cas la fédération guinéenne, mettre tout en place pour permettre à ces jeunes joueurs, pas seulement pour Émile, mais pour tant d'autres qui ont l'amour et qui ont le talent, le potentiel, et qui sont de l'autre côté, qui trouvent un espace où s'épanouir en Guinée, en sélection guinéenne avec notre équipe, pour pouvoir les permettre de s'épanouir ici, et qu'on n'attende pas qu'ils performent à 18 ans, ou qu'ils aient plus de notoriété de l'autre côté pour pouvoir les appeler. Maintenant, on les voit maintenant dans notre sélection avec les seniors. Il y a des joueurs qui refusent de venir en sélection parce que déjà à la base, quand ils étaient à l'âge d'Émile, on ne les connaissait pas, on n'a rien fait pour eux. Et donc là, on ne peut pas s'imposer sur eux, leur demander de revenir en sélection et attendre à ce qu'ils performent. Déjà qu'ils n'ont pas l'amour de la patrie et autres, alors qu'avec Émile, il y a l'amour de la patrie et tout. Je pense que si on met tout ce qu'il faut de notre côté, on peut l'avoir. Vas-y. Quand il dit amour, moi je pense que amour ou pas, oui, amour ou pas, ce sont des mots qui sont très forts quand même. On peut ne pas détester son pays, même si on n'est pas né dans un pays, quand c'est un pays d'origine. Et à un moment donné, il y a cet aspect-là qui va revenir à tout moment. Mais après, il faudrait quand même qu'on aille les chercher. Ça veut dire qu'ils aient l'amour ou pas. Enfin, quand tu n'as rien donné à un enfant, tu t'attends difficilement à ce que lui, il vienne vers toi. Il faut l'attirer, il faut quelque chose. Même à des enfants à la maison, quand tu rentres parfois, des petits bonbons, chaque fois que tu viens, lui, il veut forcément te voir. C'est comme ça aussi avec ces jeunes joueurs-là. Il faut les reconnecter à leur racine. Effectivement, mettre les politiques, leur faire venir. Kevin Constant qui n'avait pas de lien avec la Guinée, mais il a tout de même accepté.
jeux pour ce pays. Mais aujourd'hui, est-ce que à l'époque, quelle nation, son pays d'origine, en tout cas on parle de Sierra Leone beaucoup plus, est-ce que la Sierra Leone en ce moment pouvait se permettre d'avoir un joueur comme Kevin Constant? Je ne sais pas, parce que en tout cas en termes de football à l'époque, la Guinée était un petit peu en avance, et donc on pouvait comprendre ce choix. On a d'ailleurs vu un autre joueur d'origine de ce côté, Jocelyn Diané, qui vient d'être naturalisé guinéen. Peut-être que de ce côté, on ne sait pas ce qui se passe, mais après, ça reste, c'est de bonne guerre. Il va falloir qu'on aille aussi aller chercher ces joueurs-là pour qu'ils viennent, comme il l'a dit, leur reconnecter avec leurs racines, qu'on leur montre réellement c'est quoi l'équipe nationale. Voilà le projet qu'on veut pour vous. Voilà, une partie, il a tout à fait raison. Il faut essayer d'attirer ces joueurs-là maintenant avant qu'ils explosent. Et ça va être compliqué parce que s'ils explosent et la France demande de le sélectionner, ça va être un peu... Enfin, le discours de patriotisme. On sent qu'il est patriote. Oui, Hassan, c'est un terme calvaudé. Non, c'est un gamin. Ça n'a rien à voir. Il n'a que 16 ans. Si c'est Lamine qui le dit, voilà. On va laisser aller à football. C'est un gamin, il a tout à fait raison. C'est le moment d'aller les chercher parce que lorsqu'il va trouver un peu de... Il va exploser aux yeux du monde, ça va être compliqué. On a vu les cas avec les Kylian Mbappé au début qui voulait représenter le Cameroun. On a vu donc... C'est le moment de l'État de faire le pas. Si on attend que les joueurs la exposent, ça va être très compliqué de les attirer. Après, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé... ça a toujours été le cas de la Guinée. On a toujours permis d'espérer. Ça a été un peu compliqué. Oui, mais non, vous savez, le terme patriotisme, il aime... Non, c'est galvaudé tout ça. Et du moment... Tout le monde l'utilise. Il suffit que tu fasses un acte et qu'on dise que tu n'es plus patriote. Il suffit que tu fasses une action pour qu'on dise que tu es patriote. Alors qu'il y en a d'autres qui peut-être le sont et qui n'ont pas l'opportunité de le prouver. Et le jeune, il a exprimé un choix. Mais si aujourd'hui, il est reconnecté à ses racines, peut-être que dans 1 an, 2 ans, s'il explose, ça sera facile de revenir. Mais si on ne fait rien maintenant, on attend 1 an, 2 ans, et qu'il explose, qu'il a le même niveau que Kylian avait lorsqu'il avait 17 ans, vous pensez qu'il va revenir en Guinée ? Je doute fort qu'il revienne. Parce que on ose l'espérer. Mais la France va tout miser. On ne peut pas concurrencer la France. On est tout d'accord. Et le jeune en question, il va choisir, ça sera un choix de carrière. Et le choix de carrière, ça dépasse tout. Parfois même, tu peux ne pas aimer, mais tu choisis pour faire une bonne carrière et tout. On va tout de suite parler de Guirassy. Vous pensez que si Guirassy avait retardé d'1 an ou 2 ans avant d'opter pour la Guinée, il allait venir ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de patriotisme, ça va au-delà. C'est à nous de travailler pour qu'on se rapproche en termes de professionnalisme à ces pays-là, pour que quand les joueurs viennent, qu'ils ne soient pas totalement dépaysés par rapport à ce qu'ils voient de l'autre côté. Parce que c'est l'environnement qu'ils cherchent. C'est un bon environnement pour explorer, pour montrer de quoi ils sont capables. Voilà. C'est tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui ont opté pour revenir pour le Chili. À part jouer et rentrer en France, ils ne font rien. Mais il y en a d'autres qui ont joué pour la France, mais qui reviennent investir chez nous. Qui reviennent investir, qui nous jouent pour la France ou pour d'autres pays, mais qui reviennent investir. Et entre les deux, dans votre notion de patriotisme, qui est patriote? Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, on souhaite bonne chance à Charles-Émile. On espère qu'il va garder la position qu'après avoir explosé, qu'il va revenir jouer pour le Chili national Guinée, parce qu'aujourd'hui on a besoin de nos pépites. On va continuer dans cette émission. Cette fois-ci on va parler du BO africain. Malgré une saison exceptionnelle, Serhou Guirassy ne figure pas parmi les finalistes du Ballon d'Or africain 2025. La CAF a retenu Achraf Hakimi, Victor Osimhen et Mohamed Salah comme finalistes, laissant l'attaquant guinéen aux portes de la distinction. Alors, écarté du top 3 du Ballon d'Or africain, malgré une année statistiquement monstrueuse, on dit que Serhou Guirassy a encore été lésé, Diakité. Il a été lésé, il a été jeté à la poubelle, j'ai envie de dire, on l'a même insulté, on l'a manqué du respect. Pour moi, c'est loin même d'être top 3, pour moi c'est top 2 quasiment. Dans cette liste-là, malheureusement, je ne sais pas sur quels critères les votants, encore une fois, parce que c'est comme ça s'est passé, je ne sais pas sur quels critères les votants se sont basés pour faire ce choix-là des 3 finalistes, mais après, en parlant même, je suis un peu énervé, vous voyez, le visage ça fronce un peu, parce que pour moi, c'est un manque de respect pour Serhou Guirassy. J'ai donné l'exemple le matin, l'année d'avant, il avait terminé que 2e meilleur buteur de la Bundesliga, et il s'est retrouvé quand même sur le podium du Ballon d'Or, et la saison dernière, c'est
encore une fois, deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, mais un meilleur buteur co-meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et si avec tout ça, on me dit qu'il ne mérite pas d'être là, ben, je me demande, enfin, j'arrête d'en parler et je démissionne quasiment de tout parce que je ne comprends pas. Alors, Serhou Guirassy, via son entourage, se sent lésé. La réaction de son frère sur les réseaux sociaux n'est pas passée inaperçue. Honte, pas dans le top 3, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur africain voilà, de l'année 2025, 26e au Ballon d'Or. France Football, nommé pour le prix du meilleur attaquant de la FIFA et deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Un message qui reflète une incompréhension largement partagée par les supporters guinéens et partagée par nous, j'espère, sur ce plateau. Jean. Oui, je suis triste pour Guirassy. Ce n'est pas la première fois qu'il se voit léger. Je me souviens que l'année dernière, il n'était pas dans le top 30, malgré une saison exceptionnelle du Ballon d'Or européen. Et même hier, même l'année dernière, vous parlez tout de suite qu'il était dans le top 3. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez qu'il avait terminé 3e? Bien sûr, il avait terminé. Alors qu'il était en concurrence avec Lookman et on disait que c'était du 50-50. Bien sûr. Et à la fin, on retrouve Guirassy à la 3e position. Donc il a été léger à plusieurs reprises. Pour le moment, il ne fait aucune déclaration. Il continue de faire son travail. Et c'est très difficile pour lui parce qu'il faut dire qu'il vient de loin. Et depuis 3 saisons, il est en train de monter crescendo. Avant, on disait c'est seulement le championnat. Là, il a fait une saison européenne à la hauteur d'un grand. Et ensuite, une Coupe du Monde des clubs à la hauteur d'un grand, comme personne ne l'a fait, parce que son co-meilleur buteur pour ce qui est de la Ligue des Champions n'était pas en Coupe du Monde de l'autre côté. Et c'est extraordinaire. De revoir pour le trio, de voir aussi, mais je ne sais pas par quelle magie les votants ont décidé qu'à un moment donné, Osimhen devrait passer devant Guirassy. Non, mais il a une teinture sur les cheveux. Non, mais c'est extraordinaire. Je n'arrive pas à voir comment est-ce que aucun trophée. Aucun titre individuel la saison dernière. Il n'a même pas joué la Ligue des Champions. Pas du tout. Peut-être son seul fait d'arme en 2025, c'est d'avoir claqué un triplé il y a une semaine, alors que les votes étaient déjà clos. Il faut qu'on se dise. Je me demande comment est-ce que les gens ont réfléchi pour mettre Osimhen dans ce top 3-là. Ouais. Et Guirassy, cette année, il partait aussi comme étant le deuxième, indiscutablement, à travers ce qu'il a montré sur le terrain. Alors, on se pose la question sur quels critères? Parce qu'il faut se poser cette question. Cette mise à l'écart relance un débat récurrent. Il faut le dire, faut-il privilégier les statistiques individuelles ou le palmarès collectif? On en a parlé. Là Hassan, on ne parle pas de statistiques. Ouais. Pour moi, il n'a pas été mis là pour probablement 2 raisons. Un manque de représentativité dans les institutions et le fait que nous, la Guinée, ne pèse pas suffisamment. C'est seulement la raison. Statistiquement, peut-être les deux peuvent avoir des statistiques, mais Osimhen n'a pas de statistiques cette saison. C'est-à-dire ni en Afrique, ni en Europe. Aucune statistique qui peut lui faire valoir en tout cas une position dans ce top 3-là. La seule chose qui peut faire reculer Guirassy, c'est cette nationalité et le fait qu'aujourd'hui, on ne soit ni à la Coupe du Monde, ni à la CAN. Et peut-être ça, les votants, à un moment donné, j'essaie de trouver des explications, mais ce n'est pas sur le terrain. Oui, mais attention, parce qu'on peut dire aussi que Guirassy n'a pas remporté de grands titres avec Dortmund cette saison. L'autre non plus. Ça peut impacter. Et cela semble avoir pesé très très lourd. Mais pour beaucoup, ces chiffres stratosphériques suffisaient à légitimer une place dans le trio final tout de même s'il n'a pas remporté le titre. Ça fait alors 2 poids 2 mesures alors, parce que après si on dit que Dortmund, c'est-à-dire Guirassy n'a pas eu de titre avec Dortmund, qu'est-ce que Osimhen a eu avec Galatasaray ou d'où il vient? Donc vous voyez, donc on doit essayer de prendre ce ballon d'or sur les performances individuelles, je pense. Parce que personne n'est mieux placé cette saison que Serhou Guirassy, à part Achraf Hakimi. Parce que même celui-là, si ce n'est les trophées collectifs qu'il a eu avec le Paris Saint-Germain, il n'a rien individuellement. À part ses buts, je le respecte, je respecte tout son parcours, tout ce qu'il a fait la saison dernière, avec son but en demi-finale et en finale. Mais je dirais quand même que avec tout ce qu'il a fait, il n'y a qu'à voir son classement à la 21e place du Ballon d'Or. Même moi, ça m'a pas plu. Je me dis que c'est injuste. Ne serait-ce qu'avec tout ce qu'il a fait. L'affaire provoque
un sentiment d'injustice, tout de même, comme l'a dit Mara Mané. Bien sûr, c'est scandaleux parce que ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, même l'équipe type de la Ligue des Champions, Guirassy ne figurait pas. L'équipe type de la Ligue des Champions. Alors qu'il a terminé meilleur. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions, il ne figurait pas. Donc pour moi, c'est scandaleux. Pour moi, je plaçais même Fiston Maïlé. Fiston Maïlé a fait une meilleure saison par rapport à Victor Osimhen. C'est scandaleux. Donc je me suis dit que Guirassy, peut-être, comme il évolue dans un club moins épais, c'est à cause de ça. Sinon, je ne pense pas. Pour moi, la nationalité, c'est la seule raison. Comment un joueur aussi décisif, récompensé et constant peut-il être écarté d'un podium censé distinguer les meilleurs Africains de l'année? Comment est-ce possible? Je vais peut-être frustrer certains ou choquer d'autres, mais pour moi, il y a de l'hypocrisie, il y a en fait le manque de professionnalisme dans ce qu'a fait la CAF. Je vais donner une anecdote rapidement. Oui, mais c'est la CAF est autour de tout. Vous avez vu par exemple la CAN féminine où par exemple c'était censé être 12 équipes avant, à la dernière minute, après même les qualifications, on fait un retournement de situation, on dit finalement c'est 16 équipes qui vont se qualifier et les pays qui étaient mieux classés dans les qualifications ont été lésés au profit des grandes nations entre guillemets, sans aucun critère. On les a pris, on les a sélectionnés et puis ils sont partis à la CAN. Je me dis que ce sont ces genres de prises de décision qui sont au sein de cette instance-là. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être parce que certains s'habillent mieux ou certains parlent mieux par rapport à d'autres, mais je trouve qu'il y a forcément, en tout cas, de l'hypocrisie ou de l'incompétence dans ce qu'ils sont en train de faire, parce que pour moi, c'est inconcevable qu'on retrouve en Guirassy, en tout cas en dehors du podium. Le débat oui, il n'est pas absent de ce podium par le fait du terrain, ce n'est pas sportif. Pour moi, il faut aller au-delà, il faut voir l'aspect institutionnel, l'aspect représentativité, tout ce qui s'ensuit. Et pour certains votants, il m'a semblé que le nom du Nigeria a beaucoup plus pesé sur le nom de la Guinée. C'est ce que je me dis. C'est la seule raison qui peut expliquer que Guirassy ne soit pas dans ce trio-là. Et l'autre aspect, en voyant ce trio, il y a autre chose qui m'est revenu en tête. Sur les trois présents-là, tous les trois sont à la Coupe d'Afrique des Nations, ou ont plus ou moins une certaine représentation, un poids dans les institutions du continent. Je ne dis pas que ça doit exclure Guirassy, le fait que nous, Guinéens, nous ne pèsons pas. Mais parfois, il faut trouver des explications ailleurs, et je ne trouve pas les explications sur le terrain. C'est pourquoi je vais chercher ailleurs. Et pour moi, c'est institutionnellement qu'il n'a pas été suffisamment accompagné pour figurer dans ce top-là comme l'année dernière. Son passeport, comme l'a dit Jean, vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr, je suis d'accord avec lui, complètement, parce que en termes de représentativité, si vous prenez quand même le Nigeria et la Guinée, voilà, il nous dépasse quand même. Donc, je pense que c'est le fait qui explique que Guirassy. Il nous dépasse en quoi? Voilà. Mais c'est ça. Dans les institutions, historiquement dans le football et dans les institutions, pratiquement tous les anciens se retrouvent à la CAF ou dans d'autres ou à d'autres niveaux en termes de décision. Et tous les votants dont on parle là, c'est des journalistes, c'est des capitaines. Vous savez qui ils écoutent? C'est les consultants dans les grandes radios et dans les grandes télés. Et la plupart de ces gens-là, le plus souvent, magnifient ces genres de personnes s'ils ont une certaine acquaintance. Il y a cette opinion qui est construite comme ça. Et d'une manière ou d'une autre, ça va peser à un moment donné. Parce que sur le terrain, encore une fois, même ceux qui ont voté contre Guirassy, si vous leur demandez de justifier, ils ne peuvent pas justifier de prendre Osimhen devant Guirassy. Non, là où je suis d'accord, c'est la surmédiatisation de Victor Osimhen par rapport à Guirassy, mais sur les performances, en tout cas sur le terrain, moi je ne trouve aucune explication de son absence. Mais après, je trouve que il a été lésé, même la saison dernière, parce que le fait que Ademola Lookman gagne le ballon d'or devant lui, c'est parce qu'il a inscrit un triplé face au Bayer Leverkusen. Ouais. Mais pour moi, les seuls joueurs dans cette liste qui ont été constants du début jusqu'à la fin de la saison, c'est Achraf Hakimi et c'est Serhou Guirassy. Osimhen, c'est une première partie mitigée avec Napoli qui a été prêté du côté de Galatasaray, qui a joué une seconde partie. Et Mohamed Salah, pour moi, c'est une première partie de saison extraordinaire, pas de débat. Mais à partir de janvier jusqu'à fin de saison, il a été quasiment aux abonnés absents. Il a été éliminé en Ligue des Champions. Certes, Liverpool avait pris de l'avance en Première Ligue, ce qui les a permis de remporter le titre en fin de saison. Mais il n'a pas été constant. Et ceux qui ont été constants, malheureusement, Guirassy
est dans cette liste-là et finalement il ne se retrouve pas. Et après, il y a une petite explication. Finalement, on se pose la question, qu'est-ce que fait notre fédération pour booster également nos joueurs? C'est une question que je me pose franchement. Alors quand on voit, c'est quand même des grands noms, hein. Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen, mais on peut dire, c'est lui qui a fait mieux que Guirassy. Cette saison, on peut placer juste Hakimi. Oui, c'est juste Hakimi. En fait, ce qui est scandaleux, c'est de retrouver un trio. Tout le monde que tout le monde annonçait, Guirassy en faisait partie, deuxième ou troisième, ça dépendait des gens, mais personne ne pouvait pronostiquer que Guirassy ne soit pas dans ce trio-là. Le fait de ne pas le retrouver ici contredit pratiquement tous les pronostics que moi j'ai entendus. C'est extraordinaire et moi j'ai envie de voir le résultat de ce vote-là, c'est-à-dire de savoir qui a voté pour qui, pour essayer de trouver peut-être des explications. Encore une fois, on ne les trouverait pas, on ne va pas trouver des explications sur le terrain, mais essayer de comprendre la psychologie de ceux qui ont voté en termes de région. Est-ce que c'est les partis anglophones qui ont le plus voté, etc., pour me donner une raison de voir un trio cette année où il n'y a pas Guirassy. Alors, non, mais on a vu le Paris Saint-Germain, par exemple, les Qataris faire une campagne pour le Ballon d'Or de Ousmane Dembélé. C'est là où je me pose la question, franchement, qu'est-ce que fait notre fédération, qu'est-ce que fait les instances du pays? Allez au TAS. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais après, on a vu les Qataris, ils ont fait une très grande campagne pour le Ballon d'Or de Ousmane Dembélé et finalement on a vu il était largement en avance par rapport à ses concurrents. C'était une surprise pour beaucoup. Effectivement, on s'attendait quand même à ce que ça soit très très serré entre lui et Lamine Yamal. Finalement, on parlait de la médiatisation de Yamal, mais c'est qu'a fait, par exemple, c'est qu'on fait les Qataris, mais on a vu clairement ce que ça a donné. Vous avez parlé des votants. Michel vient de me rappeler qu'on a Kadiatou Traoré de la RTG normalement qui doit voter. Mais c'est sûr qu'elle a voté pour Guirassy. Ça va être compliqué. Il a tout à fait raison d'Akité. Il faut qu'on se penche vers la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Fédération guinéenne de football est en train de faire pour donner beaucoup plus de visibilité à nos joueurs, surtout Serhou Guirassy, parce que ça ne communique pas trop autour du meilleur joueur guinéen, parce qu'aujourd'hui, Guirassy, c'est tout de même le meilleur joueur guinéen. C'est la vitrine, c'est celui-là qui représente notre football. La première des choses à faire, c'est de permettre à Guirassy de jouer sur lui. Ça, c'est une première des choses, c'est primordial. Depuis 2 ans, on parle de ça. C'est le minimum. Trouver à Guirassy un stade en Guinée où il va se produire, où il va jouer. C'est la première des choses. Et ensuite, essayer de faire en sorte que nos anciens joueurs là, qu'ils arrêtent d'aller boire du café et qu'ils s'impliquent dans les institutions au niveau du continent. C'est tout ce qui fait la différence. Quand il y a litige, vous pensez que si c'était le Maroc ou le Nigeria qui était à litige avec la Tanzanie, cette décision n'aurait pas tombé depuis longtemps? Mais ça aurait tombé depuis longtemps. On ne pèse pas. On ne pèse pas parce qu'on n'est pas présent là où les décisions sont prises. Pour vous, aujourd'hui, l'élimination de Guirassy par une top 3, le Ballon d'Or africain, les responsabilités sont partagées entre les responsables, bien sûr, du sport guinéen, du football guinéen, et les anciennes gloires. Absolument. Nous avons cette responsabilité-là. Guirassy, aujourd'hui, s'il jouait... Écoutez, je vous fais imaginer seulement. Je vous fais imaginer. Imaginons qu'aujourd'hui, Guirassy jouait pour la Côte d'Ivoire ou pour le Sénégal. Vous pensez qu'il serait 21e au classement Ballon d'Or en Europe? Impossible. Pas du tout. Il serait dans le top 5. Mais on a vu avec Sadio. Il serait dans le top 5. Que le top 10. C'est lamentable de voir aujourd'hui Guirassy berlinguer pour être dans le top 3 du Ballon d'Or africain. Aurait été une autre nationalité, on serait aujourd'hui en train de dire qu'il était le vainqueur, même si Hakimi a fait une saison exceptionnelle. Si Guirassy avait une autre nationalité, s'il était à la CAN, s'il était à la Coupe du Monde, sérieux, il y aurait une véritable concurrence pour le Ballon d'Or africain. Le cri de cœur de Mamadian Baldé aujourd'hui sur ce plateau est justifié tout de même. Bien sûr. Et il a dit les termes, ça ne pèse pas parce qu'en termes de représentativité, la Guinée, voilà, les anciens gloires ne sont pas présents au sein des institutions africaines et ça se... Les anciens joueurs, c'est trop dit. Les anciens joueurs. On va parler de gloire. Tu peux aller, vas-y. Les anciens, c'est parce qu'il a dit, parce que si c'était... Attention. Si c'était un joueur sénégalais ou bien un joueur ivoirien, ça n'allait pas avoir la même décision. C'est vraiment scandaleux ce qui est arrivé sur Guirassy. On espère qu'il va retrouver, mais
n'ayant pas le voir dans le top 3, vraiment, c'est scandaleux, c'est inexplicable pour moi. Les anciens joueurs, toi, tu as tout à fait raison. Les anciens joueurs du Chili, on dit que certains anciens joueurs du Chili, on en a parlé dans une émission sportive, je crois, sont jaloux de Guirassy. N'ont pas atteint le niveau de Guirassy aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont jaloux ou pas? Parce que ça ne communique pas autour de Guirassy. Il y a un moment où on parlait du ballon d'or africain. En 2024, Yaya Touré a défendu son joueur. Il y a aussi... Wanko Kanou a défendu son joueur. Okocha a défendu son joueur. Neymar avait défendu Vinicius. Aucun joueur guinéen, aucun ancien joueur guinéen n'est sorti défendre Serhou Guirassy. Alors que il y a des voix qui peuvent porter. On a aujourd'hui Pascal Fendouno qui est parmi les ambassadeurs de la CAF. En 2024, on était avec lui à la CAN, il était parmi. Il est ambassadeur de la danse avec l'équipe nationale. Les ambassadeurs sont pas la joie. Se restreint. Donc il a sa voix. Quand Pascal Fendouno parle, tout le monde écoute. Quand Titi Camara parle, tout le monde écoute. Mais personne n'a accompagné Serhou Guirassy. Est-ce qu'il y a cette jalousie? Bon, jalousie, ça reste à voir, mais tout de même... Sans langue de bois. Sans langue de bois, bien sûr. Et il faut tout d'abord faire la part des choses sur l'époque. Déjà, ils ont fait leur temps. Ils doivent savoir que ce qu'ils ont fait, c'est juste à la hauteur de leur performance. Ce que Guirassy est en train de faire là, il ne le fait pas seulement que pour lui-même, il le fait pour tout le sport guinéen. Parce que là, personne n'a fait mieux que lui en Ligue des Champions, en compétition européenne. Déjà disputer la Coupe du Monde des clubs et sortir là-bas aussi second meilleur buteur. Co-meilleur buteur, vous voyez. C'est extraordinaire. Le premier joueur guinéen atteint ce niveau-là. Et voilà. Et donc, c'est inexplicable, quelle que soit la jalousie, quelles que soient les oppositions que vous pouvez avoir avec Guirassy, vous devez quand même l'accompagner sur ce fait. Il n'y a pas d'opposition en principe. Non, après, on va aller avec vous. Finissez d'abord. Voilà, parce que si moi je vois quelqu'un qui est là pour nous donner de la force, et pour nous donner de la force à notre football, je me sens obligé de l'accompagner. C'est une question de mentalité, Mara. Voilà, mais vous l'avez dit tout à l'heure, on ne fait pas de poids dans les instances internationales, on ne fait pas de poids, que ce soit nos anciens joueurs, que ce soit nos joueurs de maintenant, parce que bien sûr, même si les joueurs qui sont dans notre championnat actuel, je parle de notre époque actuelle, ils peuvent accompagner Serhou Guirassy en faisant des posts, en étant actifs sur les réseaux sociaux. Après, jalousie, on peut comprendre, mais moi je ne sais pas s'ils sont jaloux, ça je ne vais pas l'affirmer. Je ne suis pas dans la tête de certains, peut-être qu'ils ont d'autres priorités, on connaît comment ils sont les anciens, beaucoup ne s'en sortent pas, donc il y a ces problèmes mentaux également qui courent derrière, mais on le sait, il y en a beaucoup qui n'ont pas, franchement ils ont terminé leur carrière, mais il n'y a rien, on ne peut rien voir sur eux, on aurait dit même s'ils n'ont pas été des anciens footballeurs, il y en a un, toi, tu as des problèmes. Il y en a un qui est vers Dar Salam Amdallahi, un certain ancien attaquant du Chili national, il portait numéro 9, et j'y arrive numéro 9, et aujourd'hui on parle quasiment plus de lui. Attention. Maintenant, moi j'ai... Même le quartier aussi. Je ne dirai rien. Je reste comme ça. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que la médiatisation, c'est vraiment très très important. Il faudrait qu'on se penche beaucoup là-dessus. Même les médias francophones, même le plus grand média aujourd'hui francophone d'Afrique, mais qui est en France, qu'on regarde souvent pour regarder les matchs de Première Ligue. Je trouve que même eux, ils parlent pas beaucoup de Guirassy. Si c'était par exemple un Sénégalais ou un Ivoirien, et ben tous les week-ends, on fait un focus sur ces joueurs-là. Je me demande pourquoi. Si la fédération investit de l'argent autour de Guirassy, c'est compliqué. De l'argent là-bas, ils vont en parler. Qu'on paye de l'argent, oui, mais ils vont en parler. Il y a la médiatisation, il y a aussi son club. Tout ce que moi je peux espérer, c'est qu'il ne retombe pas, enfin qu'il n'ait pas un problème psychologique comme l'a vécu Vinicius Junior, parce que pour moi, ça fait quasiment 2 saisons d'affilée qu'il se fait voler clairement devant tout le monde parce qu'il l'a mérité totalement, et après son club aussi ne l'aide pas totalement, on le voit ces derniers temps, et attention, il va falloir quand même qu'il se réveille. Oui, je vais aller très rapidement, la médiatisation dont vous parlez. La fédération n'est pas obligée de débourser de l'argent et tout ce qui s'ensuit, il y a des petites actions à faire et tout, accompagner les gloires qui sont là quand il y a des petits votes au niveau de la CAF pour que ces gens-là puissent grimper et gravir les échelons. Les grands médias dont vous parlez, qui s'expriment là-bas sont les anciens joueurs. Nos anciens joueurs qui ont du potentiel là, ils doivent aller là-bas parce qu'ils peuvent avoir un œil de consultant. Vous retrouvez là-bas des Togolais, des Sénégalais, des Nigérians, des Camerounais. Ils vont faire la promotion de qui?
Mais en tout cas, franchement, c'est un coup dur pour le football guinéen. On le voit avec un coup dur pour la Guinée, un coup dur pour Serhou Guirassy et ses proches. On espère, comme l'a dit Diakité, que ça ne va pas beaucoup jouer dans la tête parce qu'on a besoin de ce jeu. On va continuer cette émission, on va filer en Europe. Le Portugal a rejoint la liste des nations qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 de football. Sans Cristiano Ronaldo suspendu, la Seleção a largement battu l'Arménie 9-1 à Porto dimanche, s'assurant la tête de son groupe. La Norvège est également qualifiée parce qu'il faut en parler après sa victoire 4-1 contre l'Italie qui devra, elle, passer par les barrages. Mais on va s'intéresser à ce Portugal-Arménie 9-1. Ils étaient fâchés, les Portugais. Comme on le dit, 9-1 à l'Arménie. No Ronaldo, no problème. Bah, je rigole parce que je pense qu'il a quand même tout à fait sa place dans cette équipe. Mais après, c'était l'Arménie en face. Portugal, avant le match contre la Hongrie et contre l'Irlande, la dernière fois, ils avaient quasiment écrasé tout le monde. Ça marquait beaucoup aussi. Mais après, c'était pour moi un accident, le fait de ne pas remporter ce match de perdre le match face à l'Irlande. Et on a vu contre l'Arménie, il se devait quand même de réagir et de bien réagir. Et il y a un fait aussi qu'on a oublié lors de ce match face à l'Irlande, c'est que Bruno Fernandes, il était absent. Et pour moi, c'est quasiment l'un des dépositeurs de cette équipe. Quand il est revenu, je l'avais moi dit, en tout cas, c'est pas parce que je suis mancunien, mais je l'avais dit que si Bruno revenait dans cette équipe, on allait voir un autre visage de ce Portugal. Je suis pas totalement fan de sa relation avec Ronaldo, mais je pense que il est tout à fait un surplus pour cette formation. On l'a vu, totalement mérité cette qualification. Enfin, on va encore une fois voir le vrai visage parce que cette équipe est très attendue. On connaît tout le potentiel qu'elle a, mais après, on reste souvent sur nos fins. Parfois, on accable le sélectionneur qui ne met pas les hommes à la place qu'il faut. Et après, il n'y a pas le jeu qui est demandé, en tout cas le potentiel que l'équipe a. On ne trouve pas ça, ce jeu sur le terrain. Parfois, il y a des coups d'éclat, comme ce match face à l'Arménie, avec 2 pénaltys quand même, et un coup de pied arrêté et un coup franc majestueux de João Neves. Mais ça n'explique pas tout. En tout cas, on attend de voir un Portugal beaucoup plus convaincant lors de la prochaine. Vous avez tout expliqué. Même si vous dites que ça n'explique pas tout, c'était magistral. On va aller avec vous, Mané. On a tout de même eu peur pour le Portugal parce qu'il fallait gagner ce dernier match pour espérer une qualification directe. Bien sûr, il fallait y agir pour éviter les barrages parce que voilà, le Portugal quand même c'est la 9e qualification, c'est un grand pays, une nation de football. On a eu par le passé à chaque fois représenter le football. Et cette saison, cette équipe est vraiment attendue parce qu'il y a des joueurs qui ont plus de l'empreinte. Il y a comme Nuno Mendes qui n'était pas absent, qui n'est pas là. Oui, donc il y a Gonzalo Ramos qui joue sans que Cristiano Ronaldo est capable de vous empiler des buts. Donc pour moi, cette formation a mérité sa qualification et on les attend au tournant parce que cette fois-ci, on espère les voir très tôt en Coupe du Monde. On se disait la dernière fois que imaginons que le Portugal n'arrive pas à gagner ce match et ne se qualifie pas pour cette Coupe du Monde, ça allait être un coup dur pour les sponsors parce qu'on parle d'un sponsor qui attendent Ronaldo, Messi, tous les grands. Oui, finalement, même la petite peur qu'on avait avant la rencontre ne devrait pas avoir lieu parce que la Hongrie avait perdu. Ce qui veut dire que même un nul, voire même une défaite, aurait qualifié le Portugal pour cette Coupe du Monde-là. Pratiquement tout était joué. On ne voyait pas, il n'y avait aucune raison que le premier perdre face au dernier de ce groupe-là qui n'avait marqué que 3 points depuis le début de ces qualifications-là. J'ai observé 2 choses dans cette rencontre. La première, c'est que le Portugal, pour moi, joue mieux sans Cristiano. Je ne dis pas que ça marque plus, mais joue mieux. Il y a plus de fluidité. Je sens que tout le monde donne le ballon à tout le monde. Personne n'est omnibulé par le fait de donner en privilégiant un au détriment de l'autre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je trouve que les attaquants sont libérés. Surtout le Gonzalo Ramos dont on parle là. À l'absence de Ronaldo, à chaque fois qu'on a eu confiance en lui, je me souviens même lors de la dernière Coupe du Monde, il avait répondu présent et c'est un joueur pour moi sur lequel Martinez, le coach, doit mettre beaucoup plus de confiance, en tout cas pour la plupart de ces joueurs-là. Et pour cette Coupe du Monde qui arrive là, il doit avoir le courage de mettre les joueurs qui se comprennent entre eux. Le Bruno Fernandes dont il a parlé tout de suite, il a du mal à aller avec Cristiano. Il a un choix. Ronaldo sur le banc pour laisser cette équipe s'épanouir. Peut-être pour vous, vous le mettez sur le banc. Oui, bien sûr, parce que certes, je ne dirais pas qu'il est révolu, il a fait son temps, mais Cristiano, tout de même, nous devons reconnaître que ça reste un grand. Et il ne peut pas être dans un effectif
et dire qu'il n'aura pas la grosse tête. Non, ça c'est impossible. Avec tout ce qu'il a traversé, avec tout son palmarès, une fois qu'il est sur le terrain, il est impossible d'être indifférent face à lui. Donc, une fois qu'il est dans le jeu, dans votre système de jeu, vous êtes obligé de le mettre dedans. Et Cristiano Ronaldo prend beaucoup de place. Et à partir du moment qu'il prend beaucoup de place, tout le monde est obligé de jouer pour lui et de jouer avec lui. Alors, la dernière Coupe du Monde de son emblématique capitaine, on vient d'en parler, le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, 40 ans, la dernière danse pour un phénomène. Oui, ça serait quasiment la dernière pour beaucoup de joueurs. Il y aura lui, pour Messi, Modric. Neymar, Modric, beaucoup de joueurs. Enfin, espérons que Neymar aille à la Coupe du Monde. Mais après, ça serait quand même la dernière pour beaucoup de joueurs. Espérons que tout cela Et aussi pour ce soit qui est de épargné par les Ronaldo, blessures. là aujourd'hui, je rejoins quand même Jean sur ce fait parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas le fait qu'il soit un problème pour l'équipe sur le terrain, mais après, il n'arrive pas à s'entendre avec la nouvelle génération, les Bruno Fernandes, les Bernardo. Pour moi, le sélectionneur pourrait prendre ce risque-là, ne serait-ce que le ménager parfois, le mettre sur le banc. Après, en seconde période, on lui donne son temps, il rentre, s'il peut faire la différence, qu'il le fasse. Mais après, ceux qui sentent, qui se comprennent le mieux pour le bonheur de l'équipe, pour une fois peut-être, ils peuvent être favoris pour remporter la Coupe du Monde et il aura sa Coupe du Monde avant de tirer sa référence. Mais après, s'il veut jouer tous les matchs avec les joueurs qui l'entourent, c'est pas comme Messi qui veulent tous se tuer, les Argentins qui veulent tous se tuer pour Léo, c'est pas pareil pour lui, donc au sélectionneur de s'adapter. Alors, on a parlé de Portugal, maintenant on va filer en Espagne pour les minutes qui restent, on va parler de Lamine Yamal. L'admiration laisse peu à peu place à l'exaspération, annoncé comme le nouveau prodige du football espagnol. Yamal a jusque-là répondu aux attentes, il faut le dire. Sa récente deuxième place au Ballon d'Or après son sacre à l'Euro 2024 après la Rora et une saison brillante avec le FC Barcelone est venu le confirmer. Mais son attitude, ses provocations et ses excès en dehors du terrain commencent déjà à agacer. Dans la presse aussi, les experts se lassent de la pépite du Barça après son forfait polémique avec la sélection. Certaines voix s'élèvent même pour que Luis de la Fuente ne le retienne pas dans la liste pour la Coupe du Monde 2020. Je vais citer un journaliste: je ne le ramènerai pas au mondial, a lâché le journaliste Isaac Fouto du média El Desmarqué. Ce qu'il fait est une faute de loyauté totale envers l'Espagne. On ne voit pas l'Espagne s'en priver pour la Coupe du Monde, mais aujourd'hui, le petit Yamal est en train de se faire démonter par la presse espagnole. J'ai envie de dire que c'est une déception amoureuse. Il suffit d'un coup de fil pour tout changer, quoi. Lamine, il suffit de le voir sur le terrain, ça va tout changer. Et je ne vois pas l'Espagne aujourd'hui se priver de Lamine pour une Coupe du Monde. Il n'y a aucune raison. Il n'a rien fait. En tout cas, pour ce qui est de l'équipe nationale, rien. C'est son club qui l'a rappelé. Et le protocole est très clair, quand le club te rappelle, tu reviens. Sinon, si l'Espagne, si la fédération avait aussi son droit de veto, il aurait posé un droit de veto. Le jeune, apparemment tout ce qu'on dit, tout ce que même le coach a dit, qu'il voulait rester, mais malheureusement le protocole est très clair, quand le club fait appel à toi, tu reviens. Alors, Lamine Yamal ou pas? Je rejoins Diane, donc moi je ne vois pas l'Espagne aller en Côte du Monde sans Lamine Yamal. Personne ne voit l'Espagne sans son prodige, tout de même, même s'il faut dire quand même qu'il y a eu pour moi un manque de respect ou un manque de professionnalisme dans la procédure qu'a effectué le Barça. Mais pour moi, le joueur, il n'est pas responsable, qu'on le laisse tranquille. Pas sans Yamal, mais c'est bien possible sans lui. Alors, une question, avant de refermer cette émission. Vous placez où Cristiano Ronaldo parmi le top 5, parmi le top 10, parmi le top 20 ou parmi le top 2 de meilleurs de tous les temps? Pour moi, je le mets top 2, quasiment. Vous? Je suis d'accord avec lui, meilleur de tous les temps, top 2. Allez-y. Il devrait être heureux d'être dans le top 10. Allez-y. Moi, je le mettrais au top 3. Alors, je pense que top 3 et top 2 a gagné, parce que 3 se rapproche du 2. Et pour le top 10, celui-là, c'est un choix aussi. Les radicalisés, on le sait. Quand ils détestent quelqu'un, ça se passe toujours comme ça. Même si les supporters du Real reconnaissent que Lionel Messi est parmi les meilleurs, comme Ronaldo en tout cas. Merci Mamadou Mbaldi d'avoir été avec nous. Merci, c'était un plaisir. Merci. Merci Hassan, merci. Merci. Le Santos de Neymar a gagné le Classico au Brésil face au Palmeiras. La dernière minute. Oui, mais ils ont gagné. Merci Maha d'avoir été avec nous. Merci Hassan et merci à tous. Je donne les cartons verts à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve à partir de 8h demain avec Amadou Mazor Diallo.